Bonjour, je suis Frédéric Landy, je suis professeur de géographie à l'Université de Paris-Nanterre, en France, et je suis aussi directeur de l'Institut français de Pondichéry, en Inde, jusqu'en 2020. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler du grand écrivain français Jules Verne, du XIXe siècle, il est mort en 1905, et de ses relations avec l'Inde, un pays qu'il a cité dans quelques-uns de ses romans, et notamment dans le roman La Maison à vapeur, daté de 1880, qui est le seul roman qui se passe entièrement en Inde. Sur la diapositive de titre, vous voyez le sujet de mon exposé, l'Inde de Jules Verne entre exotisme et possibilisme. Le titre est un petit peu compliqué, mais je pense que vous le comprendrez très vite. Jules Verne, il est très connu en France pour ses romans d'aventure qui sont tous fondés sur le progrès scientifique. Le sujet de la série de romans qu'il a publié sous le titre de Voyages extraordinaires, ça tourne toujours ou presque toujours autour d'une invention, plus ou moins délirante. On va partir dans un boulet pour la Lune, on va utiliser des avions, on va utiliser des sous-marins, et ici, on va utiliser un éléphant à vapeur dans ce roman qui s'appelle donc La Maison à vapeur. Jules Verne, eh bien, il a écrit, je l'ai dit, pas mal de ses romans avec des allusions à l'Inde. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de savoir quelle vision de l'Inde il a utilisée pour ses lecteurs français. Comment est-ce qu'il a fait pour attirer le lecteur avec de l'exotisme, avec des aventures, le propre de ces voyages extraordinaires, mais également avec le réalisme, avec le souci d'éducation qu'il avait, et son éditeur Hetzel lui aussi, pour apporter dans le cadre de ses ouvrages eh bien, une dimension pédagogique, une dimension instructive. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de contraste, de dilemme entre ces deux obligations, l'aventure, l'exotisme d'un côté et le souci d'éducation de l'autre. Alors tout d'abord, La Maison à vapeur peut être considérée comme un roman géographique. En français, il est courant de parler de roman historique. C'est un roman qui se passe dans l'histoire, avec un décalage dans le temps. Eh bien, Jules Verne emploie l'expression de roman géographique à propos de ses propres œuvres. Ce sont des romans qui se déroulent dans un autre espace. Il y a un décalage dans la géographie, dans l'espace. Et La Maison à vapeur en est un bon exemple. Il n'était jamais allé en Inde, Jules Verne. En fait, il n'est jamais allé dans ce qu'on appelle aujourd'hui les pays du Sud, et en Asie en tout cas. Mais il a décrit ce pays 2 fois longuement, d'abord dans le Tour du monde en 80 jours, et puis donc dans La Maison à vapeur. Le pays ne joue pas un rôle central vraiment dans son œuvre, mais je pense que Jules Verne était quand même assez fasciné par l'Inde. Parce que c'était le pays des tigres, des éléphants, des maharajas, de l'exotisme, on y reviendra. Peut-être aussi parce qu'en 1839, quand il avait 11 ans, il s'était embarqué en cachette, comme mousse, sur un bateau, en partance pour les Indes, et il avait été rattrapé de justesse par son père, avant qu'il ne soit au large. Sans doute aussi parce que l'évolution de ce morceau de l'Empire britannique lui semblait emblématique de ce qu'allait connaître toute une partie du monde. Des tutelles coloniales, doublées d'un développement économique, mais secouées plus ou moins régulièrement par les peuples qui refusaient ces progrès au nom de la liberté. Alors du fait que Jules Verne n'est jamais allé en Inde, il a des sources exclusivement littéraires qu'il va citer dans le livre même et qui sont la preuve du sérieux de sa documentation. Je vous rappelle que l'éditeur a comme série le magasin d'éducation et de récréation, et c'est sous ce terme que les voyages extraordinaires sont publiés. Donc il y a un besoin de sérieux, de qualité d'information qui est vérifié et vérifiable dans son livre. Par ailleurs, la mode du voyage en Orient
était un petit peu passé à l'époque de 1880, mais Flaubert, Delacroix, Nerval étaient partis vers l'Est dans les années 40, 50, sans aller rarement dans ce qu'on appelait l'Extrême-Orient. Ils s'arrêtaient souvent dans le Moyen-Orient. Mais il y avait quelques exceptions, comme par exemple le grand poète Lecomte de Lisle, qui était allé jusqu'à Pondichéry. Et tous ces auteurs, ont ramené des récits qui regorgent de maharajas indolents, de danseuses plus ou moins lascives, les fameuses bayadères dont parle Jules Verne aussi, de temples extravagants, d'inquiétants fakirs, etc. Autant de choses qui sont très exotiques, suffisamment pour séduire les romanciers, mais d'apparence assez authentiques pour satisfaire les soucis pédagogiques de Jules Verne. Alors incidemment, sur la diapositive suivante, qui vous montre la première page de l'édition que moi j'ai lue personnellement quand j'étais jeune, publiée en 1968, vous voyez que les soucis d'authenticité, d'éducation de l'éditeur sont très très réduits, étant donné que l'éditeur en question a reproduit une partie de la gravure originelle par Bennett, cet éléphant à vapeur, cette énorme machine à vapeur artificielle sous forme d'éléphant, mais l'a plaqué sur une photo qui, j'ai l'impression, est celle d'un temple thaïlandais, en tout cas qui n'est pas du tout en Inde. C'est faire montre de l'exotisme un peu de pacotille qui est recherché à l'époque. En fait, ce roman, c'est un roman feuilleton. Il est publié sous forme de feuilleton, d'ailleurs, à intervalles réguliers, dans une revue, et tout est fait pour, soi-disant, attirer le lecteur, lui maintenir son attention. Cela dit, l'intrigue de la maison à vapeur est, il faut bien le reconnaître, assez faible. L'histoire est la suivante. Un Français qui s'appelle Mauclair, qui est le narrateur, il nous raconte les aventures du colonel Monroe, un Britannique, héros de la guerre contre les Sipais, de la grande mutinerie de 1857. Jules Verne imagine même que c'est ce colonel Monroe qui a tué la Rani de Jhansi, la reine de Jhansi, une des fameuses héroïnes de la révolte contre les Britanniques. Et ce colonel Monroe part avec quelques amis de Calcutta jusqu'à Bombay, un trajet presque exactement inverse de celui de Phileas Fogg dans Le Tour du Monde en 80 jours, avec un moyen de locomotion extraordinaire. Ce qui fait le côté extraordinaire de ce voyage, c'est ce train tiré par une locomotive en forme d'éléphant, construite à l'origine par l'ingénieur Banks, qui est lui aussi du voyage, pour, je cite, le Raja de Bhoutan. On va partir vers l'ouest avec comme programme plusieurs semaines dans les forêts himalayennes, histoire de chasser le tigre et, je cite, se payer des hécatombes de fauves. Donc c'est une espèce de long journal de voyage dans l'Inde du Nord, qui n'est troublé que par le fait que le colonel Monroe a un ennemi terrible, c'est le farouche Nana Sahib, un personnage qui a véritablement existé, un héros de la révolte des Sipais, qui est le responsable du massacre de Kanpur de 1857. Et notamment, Jules Verne imagine qu'il a tué dans ce massacre la femme du colonel Monroe elle-même. Ce héros nationaliste, Nana Sahib, il est mort sans doute en 1859 en réalité, mais Jules Verne imagine qu'il a survécu et qu'en fait, il n'a de cesse de vouloir tuer le colonel Monroe. En fait, à la fin du roman, Nana Sahib meurt et, coup de théâtre, Monroe retrouve sa femme vivante au prix de la destruction du géant d'acier à vapeur. Ce roman est plein de redites, plein d'explications superflues, avec une intrigue, je trouve, sans surprise. Donc, si je puis dire, si vous n'avez jamais lu de roman de Jules Verne, ne commencez peut-être pas par celui-ci. Jules Verne suit les principes du roman géographique qu'on peut trouver dans l'Odyssée, comme dans un roman de Kerouac, comme Sur la route. C'est-à-dire que
on suit un itinéraire et les péripéties sont avant tout celles de l'itinéraire. Le titre complet du livre est d'ailleurs « La maison à vapeur, voyage à travers l'Inde septentrionale ». Mais du coup, eh bien, l'intrigue a des faiblesses et le suspense est quand même assez limité. L'intérêt donc du livre est peut-être ailleurs. D'une part, avec cette question sur les rapports de la littérature à la géographie. Pourquoi est-ce que je parle de roman possibiliste ? Je m'explique. La maison à vapeur reflète tout à fait les perspectives qui étaient à la base de la géographie moderne qui débute, qui naît à cette époque, et cette perspective qui est fondée sur les rapports entre les hommes d'une part et les milieux d'autre part. Et c'est cette perspective qu'on trouve au cœur du livre. Il faut bien voir que la défaite de la France contre la Prusse, la future Allemagne, en 1870-71, a beaucoup marqué le gouvernement français, qui l'a attribué en partie à l'importance de la géographie, qui était une discipline très stratégique pour les Prussiens. Et du coup, en 1872, un décret impose la géographie au lycée. En 1875, Élisée Reclus commence sa géographie universelle. Bref, la géographie est extrêmement à la mode. Et il s'agit, pour les citoyens français, d'acquérir une meilleure connaissance de la planète via la géographie. D'un point de vue plus scientifique, une question est, est-ce que les sociétés humaines sont complètement dépendantes de la nature, des contraintes naturelles ? On parle de déterminisme, on parle d'environnementalisme à l'époque. Ou bien, est-ce que, de façon plus optimiste, les sociétés ont les pouvoirs de maîtriser cette nature et d'en tirer un petit peu ce qu'ils veulent grâce à ce qu'on appelle le scientisme, la vision que la science peut presque tout, grâce à un progrès technologique remarquable, notamment au XIXe siècle. Alors, c'est la formule de Lucien Febvre, un historien de l'époque, un petit peu postérieur. La nature propose, l'homme dispose. La nature propose énormément de choses dans le domaine du possible, et ensuite, eh bien, les hommes vont mettre en valeur ces données naturelles. C'est ce qu'on appelle donc le possibilisme. Le fondateur de la géographie moderne française, Paul Vidal de Lablache, a écrit des phrases que Jules Verne aurait pu écrire de ce point de vue-là. Je cite, « Dans le monde des mers comme dans celui des airs, les conquêtes de l'esprit et les applications pratiques auxquelles elles ont donné lieu sont les plus hauts signes de la grandeur de l'homme. C'est par elles qu'il devient vraiment citoyen du monde. Et les changements opérés par la science sont les plus rapides. L'utopie d'hier est la réalité de demain. » Donc là, on a l'écho des socialismes utopiques de Fourier. On a l'écho des visions de Saint-Simon, le grand philosophe, extrêmement optimiste, selon qui les glaces des pôles pourront fondre un jour pour mettre en valeur les zones extrêmes de la planète, selon lesquelles on supprimera le Sahara. Et Jules Verne imagine donc qu'un jour on ira dans la Lune. Et dans La maison à vapeur, l'ingénieur Banks répond à Mauclerc, qui craint à juste titre que le port de Calcutta ne se trouve un jour ensablé du fait de l'évolution du cours du Gange. Il répond « Oh, ce n'est qu'une question de digue. Si cela est nécessaire, les ingénieurs sauront bien contenir les débordements de ce Gange. On lui mettra la camisole de force. » Alors c'est quoi cette géographie de l'Inde pour Jules Verne ? Eh bien d'abord, c'est une nature luxuriante, mais qui n'est pas romantique. J'explique. La nature que vous voyez sur la couverture de ce livre, c'est la nature de la sauvagerie. C'est la nature de ce qu'on appellerait aujourd'hui la biodiversité. Mais Jules Verne ne va pas au-delà. Il y a un travail assez connu de Catherine Champion, que je cite en bibliographie, qui a bien montré l'aspect romantique de la littérature coloniale de l'époque à propos de l'Inde. Mais Jules Verne est une exception dans ce corpus d'œuvres étudié par Catherine Champion. En effet, la plupart des romans populaires de l'époque en France décrivent longuement les paysages qui font partie intégrante de l'intrigue. La luxuriance de la végétation a pour correspondance celle des couleurs vives ou criardes et la force des sensations.
Comme l'écrivait Baudelaire, les couleurs, les parfums et les sons se répondent. Or, chez Jules Verne, le paysage n'est qu'un décor, une sorte de toile peinte à l'arrière de la scène où se joue l'histoire. L'intensité des émotions ne vient pas de la nature tropicale, mais bien de l'intrigue. Jules Verne croit trop à la science, il croit trop au progrès, au triomphe de la raison sur les passions, pour être un véritable romantique. Autre chose qui frappe dans la géographie vernienne, c'est le fait qu'on ignore les campagnes, à peu de choses près, et on ne pense que forêt, nature sauvage ou bien ville. Donc on a là un tourisme, le tourisme de nos voyageurs dans leur maison à vapeur, qui néglige les campagnes. La route n'est jalonnée que d'étapes urbaines. La campagne cultivée est presque absente du roman. Ce qui est remarquable, c'est que les touristes d'aujourd'hui, étrangers, voire même indiens, ne font pas autre chose. On ne va quasiment jamais visiter les campagnes indiennes, dormir dans des villages. On va de ville en ville voir les hauts lieux touristiques. Et c'est d'autant plus paradoxal que l'Inde, aujourd'hui, est encore aux 2/3 rurale en termes de population, et qu'à l'époque, en 1881, la population du pays était au 9/10 rurale. Du coup, ce qui est assez rigolo, si je puis dire, c'est qu'à un moment dans le roman, les cuisines du train sont vides, les gens n'ont plus rien à manger, eh bien ils vont préférer jeûner pendant 24 heures jusqu'à la ville la plus proche, distante de 70 km, plutôt que de s'arrêter dans des villages et de demander quelques chapatis ou quelques grains de riz. Une autre caractéristique, c'est le fait que ce roman est sans doute beaucoup plus exotique que colonial. Je m'explique. Jules Verne a pu, à juste titre, être accusé de porter un regard colonialiste, voire raciste, sur une partie des pays et des sociétés que ses héros traversaient dans les différents romans qu'il a écrits. Mais en fait, il est extrêmement ambigu de ce point de vue-là. Je me réfère à l'étude de Jean Chénault, qui est très intéressante d'un point de vue politique, où il décrit Jules Verne comme un réactionnaire contestataire. D'un certain point de vue, quand on étudie la vie même de Jules Verne, on voit un homme qui est le bon bourgeois de la fin du XIXe siècle, assez misogyne, anti-Dreyfusard, qui n'aime pas les juifs. De l'autre, quand on regarde son œuvre, on s'aperçoit que Jules Verne l'écrivain est beaucoup plus ambigu. Il a des idées plus complexes. C'est vrai que dans son œuvre, il y a des plaisanteries racistes, mais il y a beaucoup aussi de dénonciation des excès du colonialisme. Donc d'un côté, Jules Verne souffre des préjugés de son temps envers les sociétés tropicales, mais d'autre part, il ne cache pas les méfaits de la colonisation britannique. Je vous cite un passage des Enfants du capitaine Grant, un autre roman. Le système britannique poussait à l'anéantissement des peuplades conquises et à leur effacement des régions où vivaient leurs ancêtres. Leurs cruautés furent atroces. Ils se conduisirent en Australie comme aux Indes, où 5 millions d'Indiens ont disparu. Alors c'est peut-être un témoignage des relations difficiles entre la France et l'Angleterre. Jules Verne ne critique guère son propre pays et les colonisations pratiquées par la France, mais c'est aussi parce que ces histoires se passent rarement dans l'Empire français. Je pense qu'en réalité, comme le dit Jean Chénault, Jules Verne ne critique pas tellement la colonisation, mais il critique les méthodes coloniales. En fait, pour lui, la colonisation apporte des bienfaits. Il ne les nie pas. Et si vous avez lu Le Tour du monde en 80 jours, vous voyez que la satie, le fait que la veuve se suicide sur le bûcher funéraire de son mari, joue un grand rôle dans l'intrigue de ce livre. Vous en avez une illustration ici. Cette satie, elle a été abolie par les Britanniques. Par contre, Jules Verne accorde aussi une large place, dans La Maison à vapeur notamment, à la Grande Mutinerie de 1857. Et il décrit dans La Maison à vapeur les terribles représailles, je cite, des Britanniques non exemptes de sadisme. Cette révolte des Sipais, comme on dit en France, la Grande Mutinerie, comme on dit en Inde, elle est très importante aussi
à travers un personnage clé de l'œuvre de Jules Verne, qui n'apparaît pas dans La Maison à vapeur, le fameux capitaine Nemo, qu'on voit dans 20 milieux sous les mers, dans son sous-marin, et qu'on voit ensuite dans L'île mystérieuse. Mais ce que peu de lecteurs de Jules Verne savent, c'est que le capitaine Nemo, c'est un Indien en fait. C'est un héros de la révolte des Cipayes, qui a perdu sa femme et ses 2 enfants, dont les massacres, ce qui explique qu'il veuille se venger des Britanniques pendant tout le reste de sa vie et dans ses 2 fameux romans. Le capitaine Nemo n'est rien d'autre même que le neveu de Tipu Sultan, de Tipu Sahib, le fameux héros de la guerre contre les Britanniques, la guerre de Mysore. Il mourra les armes à la main en 1799 contre les Anglais. Alors, autant Jules Verne donne une certaine noblesse au capitaine Nemo, autant Nana Sahib, le personnage historique qu'il reprend dans son livre, est considéré comme, je cite, un prince sanguinaire, un traître. Donc, si Jules Verne soutenait la révolte des Cipayes, il ne brosse pas pour autant un portrait flatteur de l'un de leurs chefs historiques. Un contraste qui s'explique sans doute par les nécessités du genre romanesque. Il lui fallait un méchant, donc il a fait de Nana Sahib un terrible méchant. Et je pense que du coup, il ne faut pas tomber dans une lecture trop politique de Jules Verne. Le roman chez Hetzel, chez son éditeur, ne sert pas à la dénonciation politique, il sert à l'éducation, une fonction plus neutre en apparence, et à la récréation. Est-ce qu'il a une vision coloniale, Jules Verne, de l'Inde, ou est-ce qu'il a une vision progressiste ? La question, après tout, importe peu, je crois, parce que pour lui, l'important, c'est de dépayser le lecteur. L'important, c'est l'exotisme. Et c'est là-dessus qu'il faut terminer notre exposé. Les colonies les plus belles sont toujours celles des autres. Je pense que l'exotisme, pour Jules Verne, il est renforcé quand on parle de colonies non françaises, que donc le lecteur va découvrir uniquement via ce média qu'est l'ouvrage, sans avoir trop d'idées préconçues. Il y a assez peu d'ouvrages à l'époque qui se passent dans les colonies françaises. Pourquoi ? Parce que les colonies françaises, ce n'est pas tellement le domaine du rêve pour les lecteurs de l'époque. Ils savent qu'elles sont le lieu de soucis de gestion, d'exploitation, de maintien de l'ordre. Alors que les colonies anglaises, on ne les connaît pas quand on est en France. Et donc, c'est plus facile d'être empreint du rêve, de l'altérité, de ce fameux exotisme. Donc Jules Verne ne va jamais parler de Pondichéry, Chandernagor, Yanaon, Mahé, Karikal, les 5 comptoirs de l'Inde. Il va parler de tout à fait autre chose. C'est ça qui l'intéresse. Ce qui est curieux, c'est que l'exotisme de Jules Verne renvoie à une certaine permanence. Et c'est par là que je terminerai. Une permanence de l'exotisme indien. Le plus frappant est de constater que les touristes étrangers qui viennent en Inde au XXIe siècle sont intéressés d'une certaine partie par ce qui a intéressé les lecteurs de Jules Verne au XIXe siècle, avec 3 types d'exotisme. D'une part, l'exotisme de la nature, la flore, la faune, le climat. D'autre part, l'exotisme de la richesse des princes. Et puis enfin, l'exotisme des masses bigarrées aux religions étranges, les miséreux opprimés ou les cruels sauvages. Un exemple de cette permanence de cet exotisme, c'est celui des Thugs, cette secte de fanatiques étrangleurs de Cali, comme dit Jules Verne, qui apparaît dans La Maison à vapeur à plusieurs reprises, qu'on a vu dans certains romans de l'époque, chez Eugène Sue, chez Ponson du Terrail, et Dernier Avatar, on les voit dans un film, un des derniers Indiana Jones. Indiana Jones, c'est le Temple maudit qui date de 1984, où les méchants thugs font passer de sales quarts d'heure aux héros. Ce qui est peut-être plus remarquable encore, c'est que beaucoup de cet exotisme a été aujourd'hui repris à leur compte par les Indiens eux-mêmes. Et les 3 types de tourisme définis plus haut fonctionnent encore aujourd'hui comme facteurs d'émerveillement mêlés de crainte, de peur ou d'envie. Ces touristes indiens, ils vont aller voir la nature sauvage, chantée par Jules Verne, en visitant les parcs nationaux. Et ils rêvent de tigres, comme les lecteurs de Jules Verne. Ces touristes indiens, ils vont admirer les fastes des fêtes de Dassara dans l'ancienne ville princière de Mysore, où le descendant du Maharaja défile sur un éléphant. Donc vous voyez que
pour les Indiens d'aujourd'hui également, il y a un certain exotisme dans tous ces faits. Il faut donc défendre Jules Verne. Son exotisme, c'est celui de la littérature coloniale, qui peut parfois nous faire rire aujourd'hui, mais c'est aussi en partie celui des Indiens du XXIe siècle. Cet exotisme, il est beaucoup plus fondé sur celui du prince, beaucoup moins sur l'exotisme de la pauvreté. Si Jules Verne n'a fait qu'évoquer les tigres et les maharajas, s'il n'a pas cherché à mieux décrire la profondeur de l'Inde, cela est sans doute regrettable. Mais quoi, ces maharajas, ces tigres, ils existaient. Après tout, nos circuits touristiques occidentaux d'aujourd'hui visitent eux aussi l'Inde, les yeux tournés vers le passé de temples médiévaux, sans voir plus que les lecteurs de Jules Verne, les paysages réels de l'Inde de leur époque, et notamment les campagnes. Mais il faut se demander si ces campagnes, qui nous paraissent aujourd'hui l'Inde réelle, est-ce qu'elles auraient vraiment intéressé le lecteur de Jules Verne? Si vous voyez cette photo de Paris à l'époque de Jules Verne, vers 1880, vous voyez qu'on pourrait se croire dans un paysage peut-être de Calcutta ou de Bombay. En ce qui concerne l'agriculture de l'Inde, les rendements n'étaient pas inférieurs à ce qui existait en Europe à la même époque. Donc on a énormément de paysages, de situations décrites par Émile Zola, par Charles Dickens, des situations de grande pauvreté ou de misère qui existaient déjà en Inde. Et du coup, il n'y avait aucun exotisme pour le lecteur français si Jules Verne allait les décrire de façon prolongée. C'est peut-être la raison, c'est sûrement la raison pour laquelle Jules Verne évoque peu cette misère indienne dans La Maison à vapeur. Et on a vraiment un paradoxe que les grandes famines coloniales qui sévissaient à l'époque, qui faisaient souvent des centaines, voire des millions de morts à intervalles réguliers, tous les 5 ou 10 ans, ne sont jamais évoquées par Jules Verne. En conclusion, vous le voyez, l'exotisme et l'altérité n'ont rien de permanent ou d'intemporel. Les marchés, les bazars, les bidonvilles, les campagnes qui peuvent intéresser les touristes étrangers dans l'Inde du XXIe siècle n'intéressaient nullement les lecteurs de Jules Verne du XIXe siècle. Autrement dit, l'étrange et l'exotisme dans un siècle ne sont jamais complètement ceux d'un autre siècle, même si on a bien vu qu'il y avait parfois une certaine permanence. À bientôt.